Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure d'analyse et de décryptage des affaires qui font l'actualité, le rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio avec le monde des faits divers et des faits de société. Alors au sommaire aujourd'hui, nous allons parler de ces menaces sur les professeurs qui se sont développées cette semaine à Issou, puis à Rennes mercredi. À Issou, pour rappel, une professeure de français se fait menacer pour avoir montré une peinture du XVIIe siècle du peintre Césari intitulée Diane et Actéon. À Rennes, une professeure d'anglais est menacée par une élève de 12 ans, armée d'un couteau, est obligée de prendre la fuite. Tout cela, 2 mois après l'assassinat de Dominique Bernard à Arras. Et tout cela, après la décision du tribunal pour enfants de Paris, tombée en fin de semaine dernière concernant les élèves qui ont désigné Samuel Paty à son assassin. Un verdict sur lequel nous reviendrons aussi. Face à ces menaces, comment y mettre un terme, comment mieux protéger les professeurs? Nous sommes là pour en parler et je suis heureux de retrouver mon complice Jean-Marie Bordry. Bonjour Stéphane. Bonjour, nous accueillons également dans cette première partie d'émission Victor Lefebvre, journaliste à Factuel Média, Jean-Rémy Girard du syndicat des professeurs, le SNALC, et Rodrigo Arenas, qui est à la fois député LFI de Paris, ancien président de la FCPE et auteur de Passeurs de monde aux éditions du Montparnasse. Alors, Victor Lefebvre, pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi on parle, est-ce qu'on peut rappeler les événements de Rennes qui sont frais encore? Que s'est-il passé exactement? Oui, donc c'était mercredi dernier au collège des Hautes-Ourmes à Rennes. Il est à peu près 9h40 du matin, on est en cours d'anglais et une élève de 12 ans, de 5e, sort un couteau, une lame de couteau de cuisine de 20 cm, 17 cm je crois exactement, et menace sa professeure avec ce couteau et lui dit textuellement « Je vais vous tuer madame ». C'est les propos qui sont cités notamment par le procureur de la République qui donc manifeste cette intention de tuer. Donc panique générale évidemment dans la classe, la professeure sort immédiatement de la classe, les élèves aussi, et la professeure se réfugie, je crois qu'elle c'est une professeure d'anglais qui l'abrite dans sa classe. Les élèves ont été ensuite confinés au sein de la classe. Il n'y a pas eu de blessés, mais évidemment il y a une cellule psychologique qui a très vite été montée pour parer au choc psychologique des élèves. Le professeur est parti, elle a dû fuir. Elle a dû fuir exactement. Ouais. Alors qu'est-ce qu'a dit exactement cette jeune fille au-delà? Est-ce qu'on a lu ici ou là qu'elle faisait référence au drame de Arras, où je le rappelle, le professeur Dominique Bernard a été tué? Est-ce que c'est sûr? Un mois après d'ailleurs, effectivement il y a un témoignage d'un élève qui dit cette jeune fille donc a dit je vais vous faire comme à Arras. Alors c'est pas encore le procureur a dit que c'était pas encore établi, mais ce sont effectivement c'est un témoignage en tout cas qui le dit. Et pour parler un petit peu du profil de cette jeune fille, c'est une famille d'origine mongole. Alors elle est née à Marseille et ses parents sont des réfugiés mongols arrivés en France en 2012. Voilà, elle est née à Marseille, elle a 12 ans, ce qui est quand même extrêmement précoce en termes de violence, et vous disiez que ses parents étaient d'origine mongole. En situation régulière, par ailleurs. En situation régulière, c'est important de le dire. Alors, Jean-Rémy Girard, du syndicat de professeurs le SNALC, comment vous avez réagi à cette nouvelle agression? Ça fait beaucoup, hein. C'est-à-dire que là, ces derniers temps, et là, il y en a un certain nombre qui sont médiatisés de par leur extrême gravité, mais nous, en tant que syndicat, on en reçoit parfois d'autres assez régulièrement, et c'est vrai que le climat général est quand même très tendu. Alors, il faut pas mettre tout dans le même panier, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à Issou n'est pas forcément en lien. On va y revenir à Issou. Voilà, avec ce qui s'est passé ici à Rennes, où d'après les premiers éléments, on est plutôt sur des questions, j'allais dire, d'ordre psychiatrique, assez clairement. Mais évidemment, l'enquête le dira. Comme d'habitude, on dit problème psychiatrique. Cette élève, néanmoins, elle est scolarisée et pour l'instant, on n'a pas d'informations qui accréditent l'idée qu'elle est psychiatriquement suivie. On a quand même eu là récemment des informations puisqu'elle a été admise dans un hôpital psychiatrique et qu'il a été tout récemment et qu'il a été jugé qu'elle était même dangereuse pour elle-même. Donc là, on est probablement plutôt dans quelque chose qui ressemble au drame atroce qui s'était passé pour Agnès Lassalle, qui avait été assassinée dans sa classe. Dans le sud-ouest, oui. Voilà, par un élève aussi armé d'un couteau et qui entendait des voix. Et c'était une prof d'anglais d'ailleurs. Voilà, donc on est probablement plutôt, d'après les éléments qu'on a actuellement, sur ce type de choses. Et effectivement, ça pose la question de comment se fait-il qu'une élève qui a de tels troubles, visiblement, comment se fait-il qu'elle soit dans un collège ordinaire, qu'il n'y ait visiblement
aucun accompagnement, alors qu'il existe dans l'éducation nationale des structures pour les élèves qui ont des troubles psychiatriques, ça s'appelle les ITEP, ça s'appelle les hôpitaux de jour. Il y a des structures, mais pour qu'il y ait des structures, il faut qu'il y ait des diagnostics et il faut qu'il y ait des suivis. D'autant plus qu'elle avait des antécédents, elle avait été virée de son précédent collège également elle se baladait déjà avec un couteau dans son cartable. Ouais, d'accord. Rodrigo Arenas, s'il vous plaît. Oui. Votre première réaction déjà sur ce qui vient de se passer à Rennes. D'abord, on a toujours des pensées pour les enfants, parce que les adultes, on est un peu plus construits pour faire face à ces situations-là. Je sais que les enseignants, même dans les formations syndicales notamment, il y a ce véhicule en direction des enseignants de prendre soin d'eux, de prendre soin des collègues, de prendre soin d'une communauté en fait, parce que une école, un établissement, c'est une communauté où tout le monde se connaît, où tout le monde se côtoie. Maintenant, les élèves, d'abord, c'est parce qu'il faut en prendre soin. Et aujourd'hui, dans ce que dit Jean-Rémy Girard, on voit bien que la médecine scolaire, puisqu'on parle de psychiatrie locale, on sait qu'elle est en berne dans les établissements. Donc tous ces gamins-là qui auraient pu être détectés, en sachant qu'aujourd'hui même les visites médicales obligatoires ne sont pas faites, ça pose une interrogation sur l'environnement humain, l'environnement d'adultes au sein des établissements, parce qu'on est en train, année après année, de baisser les effectifs d'adultes et les difficultés arrivent. Mais donc, moi, ça m'inquiète, ouais. Alors, est-ce que vous pensez que c'est juste un problème d'effectif ou qu'il n'y a pas un problème un peu plus profond dans la société qui devient plus violente et qui fait en sorte que, vous avez vu, sur une semaine, on arrive à plusieurs agressions contre des professeurs, des menaces très sérieuses à Issou, on va y revenir dans quelques instants. Il y a quand même, on a l'impression... Vous avez en France, si on sort du sens strictement scolaire, même si je pense que l'école est celle qui forme à la vie en société, c'est là où on apprend justement à cette complexité, à ces interactions, même avec des gens qu'on n'aime pas, eh bien, d'une façon générale, le climat est violent. Moi, je suis député aujourd'hui, j'ai des collègues, quel que soit le bord politique d'ailleurs, qui reçoivent des menaces, qui parfois passent à l'acte. Et on a aussi des transgressions de règles. Je vais polémiquer là-dessus, mais quand vous avez la première ministre qui vient vapoter dans l'hémicycle alors que c'est interdit, on donne aussi des signes qu'on peut transgresser la règle. Donc encore une fois, j'essaye de pas comparer les choses parce que évidemment, ce n'est pas comparable de vapoter dans l'hémicycle et d'avoir une agression d'une enseignante dans une classe. Donc je veux pas comparer ce qui n'est pas comparable. Pour autant, je vois dans la société qu'il y a une volonté de transgresser les règles de façon régulière qui fait qu'on se met en danger soi, on met en danger les autres et que ça pose le problème du rapport à soi et le rapport aux autres. Alors donc vous êtes de ceux, ce qui est assez étonnant de la part d'un député LFI qui vous êtes peut-être vous, mais je sais pas. Non mais ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas contre le rappel à l'autorité de temps en temps, donc. Mais j'ai jamais, aucun parent d'élève n'est contre le rapport de l'autorité, aucun enseignant non plus. La différence qu'il y a, c'est qu'on confond dans ce pays autorité et autoritarisme. Ce sont deux concepts différents dans le cadre éducatif. L'autorité, c'est justement ce dont sont dépositaires les enseignants. On leur confie ce qui nous est plus cher. Donc ça montre déjà que les parents d'élèves ont confiance dans les enseignants, contrairement à ce qui se dit. Sauf si un parent d'élève était complètement fou, on met pas nos enfants dans une école en sachant qu'il est en danger. Ça n'existe pas. Ou alors là, ça relève de la psychiatrie et c'est les parents qu'il faut traiter. Mais d'une façon générale, on confond autorité et autoritarisme parce que les enseignants comme les parents doivent élever les enfants, doivent leur permettre de choisir leur chemin et de les éduquer. C'est ça le rôle de l'école. C'est pour ça qu'on est passé du ministère de l'Instruction nationale dans les années 30 au ministère de l'Éducation nationale. On fait plus que lire, écrire, compter à l'école. Et la tendance actuelle, c'est de les mettre en situation d'autoritarisme, c'est-à-dire de soumettre les élèves, de leur mettre une domination parce qu'un adulte serait sur une puissance tutélaire. Je pense que l'éducation, c'est plus compliqué que ça. C'est quelque chose qui se construit sur le temps long et dans ce temps long, il y a des élèves qui ont des déviances et là, on a besoin de professionnels qui accompagnent les enseignants. Vous savez, moi je regarde beaucoup ce qui se passe dans d'autres pays du monde. Au Danemark, par exemple, dans les établissements qui sont en difficulté scolaire, qu'on appelle en France REP+, parce qu'on concentre les difficultés, il y a 2 enseignants dans la classe. La solitude de la classe est quelque chose qui est très emblématique du système scolaire français. Donc pour vous, il faut répondre à la violence qui gangrène l'école, il faut répondre par plus de présence. Par plus d'adultes, par plus de présence humaine et à plus d'éducateurs, à chacun dans son métier. Alors, un enseignant n'est pas un médecin. Je voudrais avoir votre réaction par rapport à ça, Monsieur Girard. Alors, oui, sur le cas qui nous concerne à Rennes, on est très clairement, avant tout, dans un manque de suivi médical. Et effectivement, Rodrigo Arenas a parfaitement raison là-dessus. Notre médecine scolaire est en voie de disparition. Aucun médecin, quand il finit ses études de médecine,
ne se dit tiens, je vais aller faire médecin scolaire dans l'éducation nationale, et aucun médecin non plus ne vient faire médecin du travail dans l'éducation nationale. Donc nous-mêmes, pourquoi ils sont mal payés ? Du travail. Oui, c'est mal payé, c'est pas attractif. Le métier n'est pas forcément celui qui est jugé le plus intéressant. Mais effectivement, si vous êtes en libéral, vous allez toucher autre chose que si vous êtes médecin dans l'éducation nationale. On va y revenir dans un instant. Dans un instant, on va revenir aussi sur les événements dissous qui ont également eu lieu cette semaine avec nos invités. Je rappelle, lundi, au collège Jacques Cartier d'Issou, une enseignante a choisi de présenter un tableau du XVIIe siècle intitulé Diane et Actéon. Et cette initiative pédagogique, pourtant tout ce qu'il y a d'anodine, on va dire, a déclenché un tourbillon de réactions, accusations de discrimination, en particulier envers les élèves musulmans. Jusqu'où faut-il supporter la toute-puissance des parents d'élèves ? On se le demande. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse, de décryptage des affaires qui font l'actualité. Le rendez-vous pour parler faits de société. Je suis toujours avec Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre, journaliste enquêteur à Factuel.media. Et également avec nous, Jean-Rémy Girard du syndicat de professeurs le SNALC et Rodrigo Arenas, député LFI de Paris et ancien président de la FCPE, qui est la principale organisation de parents d'élèves. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, lundi, au collège Jacques Cartier d'Issou, une enseignante, une professeure de français, a choisi de présenter un tableau. Diane et Actéon de Cavalier d'Arpin à ses élèves. Cette initiative pédagogique a déclenché un véritable tourbillon de réactions, des accusations de discrimination, en particulier envers les élèves musulmans. Alors pour que les auditeurs comprennent bien, cette œuvre qui date du XVIIe siècle met en scène Actéon qui surprend la déesse de la chasse, Diane, en train de prendre son bain avec des nymphes qui sont ici représentées nues. La question que j'ai envie de vous poser, Victor Lefebvre, c'est au programme. C'est dans les manuels scolaires, c'est dans le réseau Canopé, tout ça. Absolument, c'est un cours de français d'initiation à l'art classique. Et effectivement, cette œuvre fait partie des œuvres au programme, un peu comme Samuel Paty, vous y faisiez référence. C'était les caricatures présentées par Samuel Paty faisaient partie du réseau Canopé. D'ailleurs, dans cette le réseau Canopé, c'était autrefois ce qu'on appelait comment on appelait ça d'ailleurs. J'ai oublié. C'était en fait le matériel pédagogique. Oui, c'est la documentation. La documentation pédagogique qui permet aux professeurs d'aller chercher, de puiser des supports pédagogiques en tout cas. Et exactement. Alors cette œuvre du XVIIe siècle, elle n'est pas bien méchante. C'est pas du cinéma pornographique. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une œuvre tout à fait, c'est une œuvre classique maniériste du peintre Giuseppe Cesari. Et effectivement, cette professeure de français présente, c'était jeudi 7 décembre, cette œuvre à ses élèves. Et il y en a une poignée, 4 ou 5, qui sont très choqués, qui détournent ostensiblement le regard, qui considèrent que cette œuvre est contraire à leurs convictions religieuses, ce sont les termes qui sont prononcés, et ensuite ils vont expliquer que lors de la discussion qui a lieu avec la professeure, celle-ci aurait tenu des propos racistes et islamophobes. Ce qui est de la pure diffamation, ce qui est totalement faux. D'ailleurs, ça a été prouvé, les élèves l'ont reconnu eux-mêmes et se sont excusés auprès de leur professeur, mais n'empêche que la polémique était déjà née. Certains parents d'élèves se sont présentés le soir même et ont demandé des explications. Il y en a un qui a dit « Mon fils n'a pas pu s'exprimer librement, il y a un climat délétère, etc. » Et effectivement, la polémique s'est envenimée et donc dès lundi dernier, les professeurs ont exercé leur droit de retrait. D'accord. Alors, est-ce qu'on explique à ces élèves que les convictions religieuses à l'école républicaine, on les laisse à la porte ? Bien sûr, on leur explique qu'on a des cours d'enseignement moral et civique depuis l'école primaire. La notion de laïcité, elle est abordée depuis le début quasiment de la scolarité. Alors évidemment adaptée à chaque fois à l'âge des élèves. Donc oui, c'est effectivement quelque chose qu'on explique à nos élèves et c'est quelque chose qu'on peut expliquer en cours. Moi-même qui suis d'ailleurs professeur de français, qui a enseigné de nombreuses années en classe de 6e et qui lundi dernier montrait moi aussi un tableau illustrant quelque chose de l'Antiquité, d'un mythe antique à mes élèves. C'est des choses qu'on explique. Moi quand je traite un texte de Voltaire, alors les miens ça allait, il n'y a pas de souci. Moi je suis en première là maintenant, donc on n'a pas le même niveau non plus. Puis, pour le coup c'était Ulysse et les sirènes, on n'était pas sur la même représentation. Mais ce qu'a montré ma collègue, c'est un tableau ultra classique. Il y a absolument rien de choquant. J'aurais parfaitement pu, moi, le montrer dans un cours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire on étudie la mythologie grecque, les métamorphoses d'Ovide ou quelque chose comme ça. Voilà. Rodrigo Arenas, vous comprenez la réaction de ces parents d'élèves qui vont déjà quasiment dire que cette professeure est islamophobe pour avoir simplement montré un tableau du XVIIe siècle. D'abord, ce type de sujet se pose que dans les écoles publiques. Oui. Dans lequel l'accueil universel présuppose que la liberté pédagogique des enseignants les autorise à utiliser tous les supports qu'ils souhaitent
à leur convenance et à leur jugement, parce qu'ils sont formés pour ça, pour transmettre les programmes aux enfants, étudiants, élèves, etc. Donc ça, il n'y a pas de sujet en fait dans les écoles publiques. Ceux qui contreviennent à ça, ils ont une chance formidable, c'est des écoles privées. Les écoles confessionnelles où des parents peuvent choisir de mettre leurs enfants parce que ça correspond à leur vision pour le coup religieuse de l'éducation des enfants. Les écoles privées aussi hors contrat avec l'État qui existent, qui sont contrôlées, pas assez à mon goût, mais qui sont contrôlées tout de même, mais qui peuvent permettre aux enfants justement de mettre leur progéniture dans des établissements qui correspondent plus à leur choix de vie. Mais les parents doivent savoir que dans l'école publique, ils n'ont pas leur mot à dire, sauf s'ils considèrent que ça porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de leurs enfants. Et ça, vous savez, il y a des instances pour ça, et les tribunaux aussi, ça existe. Donc, on en est loin là. Pardon ? On en est loin. On en est très loin parce qu'en l'occurrence, cette enseignante est tout à fait dans son bon droit d'estimer qu'elle utilise cette œuvre pour transmettre son programme, de faire en sorte que les enfants s'élève sous son autorité précisément. Absolument. Parce qu'elle est dépositaire de cela. Elle s'appelle la loi sur la coéducation qui existe en France. Donc ces parents ont tort de dire pour quelque motif que ce soit que leurs enfants vont être mal éduqués dans ce point de vue-là. Tout tort de croire les mensonges de certains enfants de la classe, puisque manifestement, et c'est un point commun avec ce qui est arrivé au pauvre Samuel Paty, c'est que vous avez un événement en classe qui fait une petite polémique dans la classe et qui est complètement élargi, grossi, déformé. Je prendrais pas cet événement tragique auquel vous faites référence, je prendrais plutôt celui des ABCD de l'égalité, où il y avait des parents d'élèves qui, par des réseaux intégristes, qui soient musulmans et catholiques aussi à l'époque, avaient fait les journées de retrait de l'école parce qu'ils estimaient que les enseignants avaient apprendre la masturbation aux enfants. Même certains disaient qu'ils allaient se mettre nus devant les enfants pour leur faire des enfants. Ce que je vous dis là, c'est du réel, c'est du concret. Et moi, je peux vous dire que les parents d'élèves qui étaient dans ces situations-là ont fait du porte-à-porte dans certains quartiers pour remettre les enfants à l'école. Et il y a des parents d'élèves aussi qui se sont insinués, je me rappelle de ce cas dans un établissement en région parisienne, parce qu'ils estimaient que leurs enfants étaient confrontés à un film pornographique parce que l'enseignant allait diffuser Roméo et Juliette avec DiCaprio. Donc quand vous en êtes dans cette déconstruction, j'ai envie de dire culturelle, eh bien les parents d'élèves, et on est bien content de les trouver justement parce que c'est eux qui sont dans le quartier. On se connaît entre nous et ça permet justement de remettre un peu de République quand elle n'est plus là dans l'imaginaire. Vous avez raison. Et alors qu'est-ce que je me retourne vers vous, Jean-Rémy Girard. Qu'est-ce qu'on fait de ces parents d'élèves sans gêne ? Mais alors, nous, on n'en fait rien, parce que nous n'avons pas d'autorité sur les parents. Nous sommes professeurs, mais nous enseignons aux enfants, nous n'enseignons pas aux parents. Mais vous avez un rapport direct avec le responsable ou la responsable du lycée, du collège. Alors, on essaye d'avoir le plus de dialogue possible avec les parents. D'ailleurs, parfois, les fédérations de parents nous permettent aussi d'atteindre certains parents que nous-mêmes, on a du mal à atteindre, parce que parfois, on invite ou parfois on convoque, quand c'est grave, un parent et le parent ne vient pas. Il y a des parents qui s'occupent pas toujours tellement de la scolarité de leur enfant pour des raisons qui m'appartient pas de juger, mais en tous les cas, nous, c'est comme ça qu'on le vit au quotidien. Mais on est extrêmement démunis face à des parents qui peuvent être effectivement, par exemple, radicalisés et avec des enfants qui sont en train de suivre ce chemin-là. Nous, l'école, on reçoit un petit peu tous les problèmes de la société et on nous les met. Plus largement que ça, Jean-Rémy Girard, ça fait combien de temps que vous êtes prof ? Moi, ça fait près de 20 ans, je suis enseignant. Mettons même, sans parler que du radicalisme, est-ce que ça vous arrive de plus en plus d'avoir des parents qui se permettent d'avoir, de contredire ce que vous avez dit en cours, par exemple, de venir juger une note que vous avez donnée ou de vous expliquer que vous avez outrepassé vos prérogatives à l'égard des parents qu'ils sont ? Alors moi personnellement ça va, là je suis dans un lycée qui est un lycée assez mixte et où l'ambiance est plutôt bonne et j'en suis le premier ravi d'ailleurs. Néanmoins en tant que représentant syndical, c'est quelque chose qui nous remonte et de plus en plus de parents. Des contestations de notes. À partir du moment par exemple où il y a du contrôle continu et que le diplôme est obtenu sur des notes qui sont données par des enseignants qui sont pas anonymes, du coup là des contestations sont de plus en plus importantes. Pour vous donner un chiffre très parlant d'une enquête très officielle du ministère de l'Éducation nationale, à l'école primaire, aujourd'hui, il y a plus d'incidents avec les encadrants adultes de l'élève qu'avec l'élève. C'est-à-dire que la majorité des incidents que connaissent nos collègues professeurs des écoles, c'est avec les adultes. Alors les parents, les frères, les sœurs, les grands frères, les grandes sœurs, etc. Il y a quand même quelque chose qu'on est en droit de s'interroger. Est-ce qu'il va falloir faire évoluer les programmes scolaires pour ne pas déplaire désormais à quelque fondamentalisme religieux que ce soit ? Enfin, nous, on va pas faire de l'autocensure. C'est pas à nous. C'est certainement pas à nous de reculer. Qu'on soit bien d'accord. On est bien d'accord, mais vous avez quand même vu ce sondage
sondage dont on a fait l'écho d'ailleurs dans ce livre sur les derniers jours de Samuel Paty, qui disait que 51 ou 53% des professeurs aujourd'hui, d'abord, disent qu'il y a une forme d'autocensure. Ils font attention à ne pas aller sur les sujets qui pourraient déplaire à leur classe. Ils font attention généralement sur la manière dont ils en parlent, plutôt que de ne pas y aller. On traite la Shoah en 3e, en plus c'est au brevet. Donc enfin, vous êtes sûr que tous les profs traitent de la Shoah ? On traite de la Shoah en 3e, oui, d'accord. Ça c'est certain. En revanche, oui, on peut faire attention. Moi-même, ça m'est arrivé de faire attention quand je parlais, par exemple, un mais texte c'est de nouveau, ça, quand même. Non, alors c'est pas nouveau, mais c'est quand plus vous avez fait présent. attention. Par exemple, un texte de Voltaire, qui, lui, la religion, c'est pas trop son truc, à Non, Voltaire, assez sûr. clairement. Là, on est sur la religion catholique, mais enfin bon, les monothéismes en général, on va dire. Ouais. Effectivement, quand on commence à parler religion, que j'ai une élève qui pose une question où je sens qu'il y a quelque chose, il y a du contenu derrière. Enfin, il y a des choses qui sont derrière. Là, je fais assez attention à ma réponse pour effectivement bien montrer quel est le cadre de l'école, quel est le cadre de la laïcité, rappeler que les élèves ont parfaitement le droit de croire, parfaitement le droit d'être croyants, qu'ils ont une liberté de conscience et que ça, on ne la remet pas en cause à l'école. C'est le principe de la laïcité. Voilà, bien entendu. Qu'en revanche, effectivement, moi je suis en cours, j'ai un programme et on est en train d'étudier un auteur qui a aussi, lui, le droit d'être anti-religieux et de l'exprimer, parce qu'on est en France et qu'on peut exprimer ça également. Et d'ailleurs, l'élève a très bien compris. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de tension particulière et l'élève a continué à participer, à suivre le cours. C'était d'ailleurs une de mes meilleures élèves. Est-ce que vous partagez ce point, Rodrigo Arenas ? Est-ce qu'il faut arrêter les sujets sensibles à l'école ? Est-ce qu'on arrête de parler de la Shoah, de la liberté d'expression ? Est-ce qu'on ne blasphème plus à l'école républicaine ? Écoutez, si on arrête de parler de la vie à l'école, faut supprimer l'école à ce moment-là. Je pense que c'est. Oui, parce qu'on dirait pas que c'est l'école de la vie. Donc ça serait un peu contradictoire. Non, il y a des choix à faire. Jean-Rémy Girard le dit très clairement. Après, moi, évidemment, comme j'ai été président de la FCPE, j'ai plein de faits divers qui étayent dans un sens ou dans l'autre. La question n'est pas là. Prenez par exemple le Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, le plébiscite le livre Triste Tigre, mais qui est interdit dans une école confessionnelle catholique parce que ça contrevient à l'éducation. Donc vous voyez, il y a cette ambivalence. Moi, je me rappelle aussi dans une école de l'Est de la France où l'institutrice, parce que c'est le Concordat, pensait être dans son bon droit de mettre dans le mot des élèves sur le cahier de liaison de faire bénir les cartables le dimanche parce que c'est le jour où on finit la messe. Vous voyez. Donc il y a des choses qui sont comme ça, mais j'ai pas envie d'être sur les faits divers. Moi, je pense qu'on a un problème plus de fond qui rentre en ligne de compte. Vous savez que les faits divers, souvent, sont des faits de société, c'est-à-dire qu'ils révèlent des choses. Bien sûr, c'est des signaux faibles, mais le rôle de l'école, c'est d'apporter une réponse collective. Après, moi, je fais confiance aux enseignants pour apporter des réponses sur les cas spécifiques. Alors, juste un bémol peut-être, Stéphane, et un bémol à apporter à Rodrigo Arenas, parce que tous les exemples que vous citez, qui sont des exemples réels d'ailleurs, j'ai pas de problème, vous citez systématiquement ou presque à chaque fois des exemples de catholiques intégristes qui existent, dont les excès sont souvent documentés, mais vous citez jamais les excès, par exemple, où vous revenez quasiment pas sur les excès aussi qui viennent du radicalisme islamiste. Je vous ai cité Roméo et Juliette tout à l'heure, c'était par rapport à l'islam. Donc j'essaye de... moi, je suis quelqu'un qui respecte les religions, les croyants, chacun peut faire ça, c'est pas le problème, mais là, pour le coup, je trouve que c'est pas juste de focaliser seulement sur une religion dans le cas actuel. Alors on va, si vous le voulez bien, se pencher sur la réponse de l'État par rapport à tout ça, parce que on pourrait se dire qu'il faut tenir bon sur les valeurs et que c'est le moment pour l'école d'affirmer son autorité. Et dans ce cas, il faut que le personnel enseignant se sente soutenu, y compris par la justice. Et à cet égard, je voudrais que dans un instant, on revienne sur ce qui s'est passé la semaine dernière au tribunal pour enfants de Paris à huis clos. Les adolescents qui ont désigné Samuel Paty à son assassin ont écopé de peines qui ont fait réagir. On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour pour une heure d'analyse et de décryptage des affaires qui font l'actualité. Nous sommes toujours avec Jean-Marie Bordry, également avec nous Jean-Rémy Girard du syndicat de professeurs le SNALC et Rodrigo Arenas qui est député LFI de Paris et surtout ancien président de la FCPE qui vient aussi en tant qu'ancien responsable donc d'une fédération de parents d'élèves. Alors on se demande depuis le début de cette émission si c'est pas le moment choc, le moment en tout cas d'un choc plutôt pour l'école, pour reprendre l'expression de Thibault de Montbrial qui est un avocat célèbre, et peut-être le moment que la justice montre de la fermeté pour les collégiens et les lycéens qui déconnent, pardonnez-moi l'expression, et justement c'est ce qu'elle n'a pas montré vendredi dernier. J'aimerais vous entendre, Victor Lefebvre. Je rappelle, vendredi dernier, le tribunal de Paris a rendu son verdict contre les 5 jeunes qui ont désigné Samuel Paty à son assassin et la jeune fille qui avait menti sur sa participation au cours de Samuel Paty en avait profité pour salir son professeur auprès de ses parents.
Oui, donc le verdict a été rendu effectivement par le tribunal pour enfants. Aucune peine de prison ferme, enfin en tout cas aucun de ces adolescents ne passera du temps sous les verrous, puisque les peines vont de 14 mois de prison avec sursis probatoire, donc avec un suivi pédagogique, jusqu'à 24 mois de prison pour le petit leader de ce groupuscule d'élèves de 3e qui ont désigné Samuel Paty à son assassin. Lui, il écope donc de 24 mois de prison, dont 6 mois de prison ferme, mais sous bracelet électronique, donc aménageable à domicile. Alors, vendredi de la semaine dernière, à la sortie de la salle, les avocats des proches de Samuel Paty ont vivement critiqué les sanctions, je cite, pas à la hauteur du drame, et qui envoient un mauvais signal, comme l'a dit l'avocate notamment des parents du professeur et d'une de ses sœurs, décrivant ainsi leur colère, leur déception, leur incompréhension. Effectivement, on peut considérer que les peines sont un peu légères par rapport à ce qui s'est produit, puisque les faits ont été qualifiés, l'infraction a été reconnue par le tribunal, mais en revanche les peines sont plutôt légères. Ils risquaient tous jusqu'à 2 ans et demi de prison, c'est-à-dire la fille de Brahim Shlina risquait jusqu'à 2 ans et demi de prison pour dénonciation calomnieuse, et les 5 autres adolescents, ça a été requalifié, c'était pour complicité terroriste, ça a été requalifié. Si je vous ai bien compris, il n'y a pas que la prison non plus. Il y aurait pu y avoir des peines, je dirais, d'intérêt commun, des peines un peu fortes, un peu symboliques. Mais là, on n'a rien à mettre en face de la prison avec sursis. Je rappelle que si vous ne faites pas de bêtises dans les 2 ans qui viennent, voilà, c'est oublié. L'affaire est entendue. C'est quand même à un moment où on a désigné ces élèves ont désigné un professeur, l'ont sali et l'ont désigné à son assassin. Et on a appris qu'ils savaient, au moins pour plusieurs d'entre eux, qu'une fin tragique attendait Samuel Paty au bout. Ils disent pas, en tout cas, ils reconnaissent pas qu'ils savaient que Abdullah Kanzorov, donc le tueur, l'assassin, allait tuer Samuel Paty. Ils le disent pas lors des auditions. En revanche, il y a une reconnaissance de la volonté de frapper, humilier Samuel Paty. Ça a été reconnu par les adolescents. Est-ce que ces adolescents se rendent compte de ça? Alors, il y en a certains. En fait, c'est très contrasté. On va pas donner de nom, évidemment. Il y en a certains qui. On ne peut pas. C'est un débat qui s'est tenu à huis clos. Voilà, ça s'est tenu à huis clos. Il y en a un en particulier qui reconnaît totalement les faits, qui s'est effondré d'ailleurs, et qui a reconnu sa culpabilité, qui s'est excusé d'ailleurs auprès des parties civiles, notamment de la famille de Samuel Paty. Et il y en a d'autres qui sont un peu dans une forme de déni ou alors de relativisation de leurs responsabilités. La fille de Brahim Shlina a montré une attitude plutôt désinvolte, en tout cas c'est telle qu'elle a été perçue par les parties civiles au cours du procès. Son avocat d'ailleurs a plaidé la relaxe. Bon, elle n'a pas été retenue par la réquisition du parquet, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup de discussions et de débats sur ce verdict. Jean-Rémy Girard, j'aimerais savoir comment vous avez réagi à ce verdict. Alors, comment les professeurs ont envie de voir la réponse judiciaire s'organiser? Alors, il y a une chose qu'il faut quand même bien garder à l'esprit, c'est que ces jeunes gens ont été reconnus coupables. C'est quand même déjà quelque chose d'important. Il y a une culpabilité, c'est attesté, aussi bien pour la jeune fille qui a lancé finalement la rumeur, voilà, oui. Et également pour ceux qui ont désigné notre collègue à son futur assassin. Donc il y a une culpabilité, ça c'était quand même déjà très très important. Par exemple qu'on n'ait pas relaxé cette jeune fille, ça paraissait quand même, là ça aurait été un peu fort de café, je crois. Ensuite, moi je suis professeur de lettres, je me prononce pas forcément sur la durée ou la nature d'une peine rendue dans le cadre de la justice de l'État. J'entends très très clairement ce que dit la famille, parce que effectivement, quand ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, et nous aussi, communauté éducative, on a encore des traces du meurtre de Samuel Paty. C'est vrai que ça peut paraître léger. On est dans une justice pour mineurs qui a effectivement des peines qui sont nettement moins importantes que la justice pour adultes dans le système français, dans tous les systèmes judiciaires du monde d'ailleurs. Voilà. Donc moi, je commenterai pas la durée de la peine. En revanche, je peux dire qu'effectivement, je comprends parfaitement, en tant que professeur, moi aussi, je comprends parfaitement que ça paraisse pas très important au vu de ce qui s'est passé. On a l'impression que la justice a plus voulu laisser une seconde chance à ses élèves que se montrer exemplaire. Comment vous réagissez, vous, Rodrigo, par rapport à ce verdict de vendredi de la semaine dernière? J'ai 2 réactions. D'abord, celle du député, qui m'appartient pas de commenter une décision de justice, s'appelle la séparation des pouvoirs. Et je pense que c'est quelque chose en République française qu'il faut chérir. Je pense que quand vous avez des politiques qui commencent à donner leur avis sur une décision de justice, on remet en question un principe démocratique qui est important. On l'a vu jusqu'au sommet de l'État, pourtant. On avait entendu Emmanuel Macron sur l'affaire
l'affaire Mais Naël, notamment. ça ne sera pas mon cas. Et pas en votre cas. l'occurrence, moi, le seul guide que j'ai, c'est la loi, c'est le droit, y D'accord. compris quand des Vous avez politiques raison. la transgressent. Ça a déjà été le cas quand j'étais parent d'élèves, où des politiques donnaient des consignes qui étaient contraires au droit, y compris quand certains étaient ministres. Donc la deuxième, évidemment, quand là c'est plus le papa qui va parler, de citoyen, il n'y a aucune peine qui va permettre de compenser la perte d'un être cher, et surtout dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait. C'est un assassinat terroriste terrible, quelqu'un qui s'est fait... il n'y a pas de prescription en plus pour parler de ça, ça qui est terrible, qui s'est fait couper la gorge, couper la tête, enfin c'est quelque chose qui est innommable. Moi je viens d'Amérique du Sud, quand je vois des épisodes comme ça, y compris sur les réseaux sociaux là-bas, en général c'est le fait des mafias qui font ça, liés au trafic de stupéfiants, mais il n'y a pas de réparation possible. Donc je pense qu'il n'y a aucune peine qui permettra de compenser quoi que ce soit, et malheureusement on doit apprendre à vivre avec ça, et je pense que la famille de la victime doit être accompagnée ad vitam aeternam, comme les enseignants, et ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, puisque les enseignants dans l'établissement ne sont pas accompagnés ad vitam aeternam sur ce drame. Je pense aussi aux élèves. Ensuite, la dernière réaction... Quand vous dites Rodrigo, Oui. il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ça. Je voudrais que vous soyez précis sur ce que vous voulez dire là. Ce que je veux dire, c'est comme vous, c'est comme moi, quand vous avez un drame familial en plus horrible Non, mais vous qui parliez arrive... pas des profs. Vous parliez pas des profs qu'il va falloir s'habituer à ce genre de Je drame. parle de tous celles et ceux qui ont été confrontés à ce drame à différents niveaux. Vous savez, moi je vais vivre avec un truc. C'est moi qui ai prévenu le maire de Conflans-Sainte-Honorine. Ah, mais je savais pas. Donc voilà, c'est moi qui ai prévenu le maire à travers une élue de cette ville que je connaissais, de dire il y a un truc qui se passe sur les réseaux sociaux là, c'est pas une manif de parents. C'est un truc plus compliqué, prévenez. Les parents d'élèves du Bois d'Aulne, on ne les écoute pas. Et c'est eux qui ont été aussi aux premières loges, puisque c'est eux qui ont prévenu les renseignements généraux. Vous voyez, tout le monde a joué un rôle dans tout ça, et aujourd'hui, on tire pas au clair tout ce qui s'est passé. Mais quand je vous dis qu'on va devoir apprendre avec ça, alors c'est quand que vous dites qu'on tire pas au clair, il y a quand même eu Pardon écrit très clairement que l'administration, et notamment le ministère de l'Intérieur, n'avait pas exactement eu l'attitude que l'on espérait de leur part. C'est-à-dire que, évidemment, ce ne sont pas les responsables du drame de Samuel Paty, mais enfin, le fait qu'il n'ait rien fait... Je cherche pas des coupables. Les coupables, ils ont été au tribunal et ils ont été sanctionnés. Pas encore tous. En tout cas, ceux auxquels vous avez fait référence, les élèves. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on doit apprendre à vivre avec ça, c'est que quand on a été acteur de près ou de loin de cette histoire-là, eh bien, inévitablement, moi aussi, j'apprends à vivre avec ça, même si évidemment, ma souffrance n'est absolument d'aucune mesure comparable à celle de la famille des victimes. Mais tout le monde a été convoqué. J'en discutais avec la présidente de la FCPE de l'établissement il y a... On en parle régulièrement de ça, parce que nous aussi, il faut qu'on fasse cette partie de psychothérapie d'une certaine façon, même si elle est pas du même niveau. Pardonnez-moi, je suis un peu ému dans ce que vous me dites là, mais nous aussi, on se dit, mais où c'est qu'on a merdé ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait qui aurait permis que Samuel Paty soit encore parmi nous ? Où c'est qu'on n'a pas été suffisamment fort, suffisamment convaincant, suffisamment... Vous voyez, tout ça est compliqué, tout ça est difficile. L'objectif aujourd'hui, maintenant, moi qui suis en responsabilité plutôt législative, même si je suis pas dans la majorité, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est que ça ne se reproduise plus. Et c'est ça l'enjeu. Malheureusement, ça s'est reproduit. Et ça s'est déjà reproduit avec Dominique Bernard. Exactement. Ouais. Juste un mot. Alors d'abord, peut-être vous une réaction, Jean-Rémy Girard, par rapport à ce que vient de dire Rodrigo. Oui, enfin la mort de Samuel Paty, il s'était pas passé grand-chose dans l'éducation nationale après. Ouais, c'est-à-dire qu'on en a parlé, évidemment, mais sur tout un... On a été ému sur le moment, il a eu évidemment droit à une célébration officielle très importante. On se souvient des mots du président au Panthéon, mais après... ça n'a absolument rien changé. Et on le voit bien. Enfin, moi, je suis de l'Académie de Versailles. Voilà, le rectorat de Versailles, je le connais un petit peu. Enfin, vous avez quand même vu qu'il y a quand même plusieurs des événements problématiques récents. C'est le rectorat de Versailles. Nous aussi, on a eu à en gérer qui n'ont pas forcément été autant médiatisés, où ça venait aussi au niveau du rectorat de Versailles. Le collège dissous, ça faisait quand même 3 mois qu'ils alertaient le rectorat comme quoi ça se passait pas bien dans le collège. Enfin, Gabriel Attal a réussi à aller plus vite au collège que le rectorat de Versailles. Voilà, c'est quand même hallucinant. Quand même à un moment, il y a aussi un vrai problème dans l'administration quand on a des difficultés dans un établissement scolaire. On appelle à l'aide. Les chefs d'établissement, de plus en plus, eux-mêmes commencent à appeler à l'aide. Avant, c'était pas forcément trop dans les habitudes. Maintenant, eux-mêmes commencent à signaler. Attendez, là, dans mon collège, dans mon lycée, ça va pas. On a l'impression qu'actuellement, au ministère de l'Éducation nationale, est-ce que c'est par opportunisme politique, certains le penseront, mais on a l'impression que Gabriel Attal prend ces sujets-là très à bras-le-corps, en tout cas. Alors, lui, il est ministre, il prend ces sujets à bras-le-corps. En tout cas,
il en montre un certain nombre de signes, très clairement. Enfin, il va voir, il en parle très clairement. Maintenant, l'administration à laquelle nous, on a affaire quand on a un souci dans notre établissement, c'est pas Gabriel Attal, c'est la direction académique, c'est le rectorat. Et en fait, c'est souvent là où on crie dans le désert. Alors, merci Jean-Rémy Girard d'avoir été avec nous. Merci je sais que vous allez nous quitter très vite, mais je voudrais que Victor Lefebvre nous dise quelles sont les prochaines échéances judiciaires dans le dossier Paty, parce que le premier procès a eu lieu, c'était celui des mineurs, mais le second procès, celui des adultes, va avoir lieu à l'automne prochain. Oui, donc il y a 8 adultes qui seront jugés à partir du 12 novembre 2024 jusqu'au 20 décembre. Donc ce sera 5 semaines de procès pour ces 8 adultes, dont Brahim Chnina, le père de la jeune fille qui a menti, Abdelhakim Sefrioui, qui est un militant islamiste pro-Hamas, qui sera également jugé, et 2 des complices aussi de Abdullah Kanzorov, ainsi que l'informatrice présumée dans cette affaire, qui s'appelle Priscilla Mangel. Absolument, on regardera ça évidemment de très près. Alors je voudrais vous remercier Rodrigo Arenas d'avoir été avec nous, député Les Filles de Paris, mais surtout auteur du livre Passeurs du Monde aux éditions Montparnasse. Je dis et surtout parce que c'est votre actualité. Merci à vous. J'apporte quelques réponses aux problèmes que vous avez soulignés. Absolument. Alors dans un instant, on ne change pas tout à fait de sujet, on va parler du risque de partition dans notre pays avec un blogueur de Factuel.media. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse, de décryptage de l'actualité, toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry et de Victor Lefebvre. Alors nous a rejoint Gabriel Robin. Vous tenez, Gabriel, un blog intéressant sur le risque pour notre pays de partition. D'autres appellent cela l'archipélisation. D'autres appellent ça plus simplement le face-à-face. Et sur ce blog, dans Factuel.media, vous vous posez la question, la France est-elle toujours une nation capable de se réunir autrement que pour des grandes messes sportives? Écoutez, la question est vaste. C'est une question que je pose, je pense ne pas être le seul à la poser. Oui, je pense qu'elle rencontre de l'écho, comme on dit. Voilà. Alors aujourd'hui, on l'analyse surtout sous le prisme de l'immigration, et c'est on le voit très bien avec les débats. Les conséquences d'une certaine immigration. Voilà, on le voit avec les débats qui sont menés à l'Assemblée nationale par la majorité et le rejet de la proposition de loi qui avait été portée par Gérald Darmanin. Mais je pense que la question est beaucoup plus vaste, puisque cette atomisation du corps social français, elle ne concerne pas que des catégories ethnoculturelles. Non. Elle concerne aussi... Bah oui, on l'a vu dans l'affaire Thomas, notamment les urbains d'une cité face à une jeunesse de France rurale. Il y a ça, mais même au sein des Français ruraux, il y a des divisions aussi. Quand on connaît bien la ruralité. Moi, je suis de province, je suis toulousain. Je peux vous dire qu'en Ariège, il y a plusieurs ruralités qui se confrontent. Vous avez une ruralité plus typée justement de gauche, ça vote fortement France Insoumise. Si vous allez sur le marché de Pamiers, vous allez avoir des gens qui peuvent vous vendre du cannabis, ça existe, je l'ai déjà vu, des hippies, etc. Puis vous avez aussi des gens qui sont très enracinés dans une ruralité traditionnelle, chasseurs. Ces gens-là, ils n'arrivent pas forcément à se parler aussi. Et donc en France, il y a une difficulté pour beaucoup de Français à se raconter et à avoir un récit commun. Ouais. Et ça, on le retrouve notamment dans la représentation médiatique. Je vise pas Sud Radio ou BFM ou CNews, mais si vous voulez, chacun un petit peu raconte sa France à soi, projette ses fantasmes aussi sur ce que devrait être la France. Et donc on arrive difficilement, sauf dans le cadre, comme vous disiez, de manifestations sportives, à se rassembler, ou de clichés aussi, hein. Tout simplement à se rassembler. Peut-être juste une remarque, ça a toujours existé malgré tout d'avoir des médias, par exemple royalistes, face à des médias républicains au 19e siècle, qui racontaient des choses complètement différentes, des villages de droite qui n'étaient pas du tout dans le même roman national que des villages de gauche. Oui, ça a toujours existé, à cette nuance près que dans le cadre d'urgence, notamment de guerre, de conflit avec l'étranger, etc. Vous voyez qu'il y avait une forme d'union sacrée. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Regardez le poids des diasporas dans les différents conflits mondiaux. Je vais en prendre 3 en exemple. Et pas que des diasporas d'ailleurs, justement. Premier exemple, le conflit israélo-palestinien. Vous avez donc des Français de confession juive qui sont parmi les plus nombreux en Europe. Vous avez beaucoup de Français de confession musulmane. Il y a
il faut pas être aveugle. Il y a une opposition sur ces sujets-là. Clairement, qui ressort sur les réseaux sociaux, c'est très très fort, avec quand même des propos extrêmement durs. Très très dur, appelant à la haine, souvent. Le conflit arméno-azérien, c'est un petit peu la même chose aussi. Ouais. On a une communauté arménienne en France qui est importante, qui est historique, qui est ancrée depuis les années 50, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et même avant. Donc il y a un poids sur la diplomatie française. Bien sûr, qui est très intégrée, une immigration très intégrée. Tout à fait. Après, je vais prendre aussi le conflit ukraino-russe. Là, on n'a pas de diaspora, mais vous avez une division dans la société française, des gens qui vont être extrêmement pro-russe jusqu'à l'excès parfois, et tout ça aussi participe et alimente en fait cette division. Tout à fait. Alors vous écrivez, la France n'est plus un pays paisible. Les ruraux ne comprennent plus les urbains, les Français d'origine européenne ne comprennent plus les Français issus de l'immigration et réciproquement. Et vous allez vers un constat qui est intéressant. Vous dites, la France ne s'aime plus, la France ne sait plus qui elle est. Et dans ce chaos, ce clair-obscur où surgissent les monstres, le peuple français fait en partie sécession. Oui, ça c'était... alors, je ne l'ai pas dit dans l'article, c'est une citation. Le clair-obscur, c'est une citation d'Antonio Gramsci. Bon... Je précise pour les auditeurs. Tout à fait. Vous citez vos sources, c'est très honnête. Voilà. Non, mais c'est parce que j'aime bien faire des citations comme ça, mais je précise que l'auditeur sache que c'est pas de moi. Mais comme c'est assez connu, je me doutais que beaucoup allaient saisir la référence. Oui, moi je pense que la France s'aime de moins en moins, ou s'aime parfois pour les mauvaises raisons. Il y a ce sentiment aussi d'un crépuscule de la puissance. C'est-à-dire que l'héritage du général de Gaulle, c'est le parapluie nucléaire. Tout ça, cette souveraineté, on s'aperçoit que dans notre précaré traditionnel, notamment en Afrique, on recule. Dans nos relations avec les pays du Maghreb, le Maroc et l'Algérie, il y a des difficultés de plus en plus fortes. La France, oui, s'aime moins, et les Français ne s'aiment pas. Il y a une forme de dépression latente. La question du pouvoir d'achat aussi, on s'est appauvri considérablement par rapport aux Américains ou aux Allemands. Au début des années 80, le Français moyen était aussi aisé que l'Américain moyen. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Au début des années 80, on est à Paris ici. Un type qui était professeur d'histoire-géographie en lycée ou électricien, il pouvait s'acheter un appartement dans Paris intramuros, s'y loger, y vivre et y fonder sa famille. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera beaucoup plus difficile, à moins qu'il hérite. Il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Donc forcément, oui, ce désamour, il est profond, et les personnes issues de l'immigration, elles le ressentent. C'est-à-dire qu'elles ressentent un récit qui n'est pas commun, où on leur... finalement, on instille une forme de fiction. C'est-à-dire que... Ils n'ont pas envie d'adhérer à ce roman national, comme on dit, c'est ce que vous voulez dire. Oui, mais quel est le roman national aujourd'hui ? Qui peut me dire ce qu'est le roman national français actuel ? Moi, à part nous sortir le mantra républicain, je ne vois pas. Si vous voulez, il y a aussi cette difficulté qu'on a une composition sociologique et ethnique qui est comparable à celle d'un empire, et dans un empire, vous distinguez la citoyenneté de la nationalité. Et en France, en fait, la seule nationalité, finalement, c'est la citoyenneté. On suppose que ça va suffire pour créer un peuple. Oui. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. C'est plus compliqué que ça. Et donc, vous dites, l'on est en droit légitime de se demander si la France va vers le face-à-face, comme l'avait affirmé un Gérard Collomb, désabusé lors de son départ du ministère de l'Intérieur, où il avait assisté impuissant au détricotage de son projet de loi sur l'immigration par sa propre majorité. Vous voyez, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Monsieur Darmanin a été d'abord, son projet de loi sur l'immigration a été d'abord détricoté par Aurélien... non, c'était Sacha Houlié. Sacha Houlié, pardon, non pas Aurélien Taché. Sacha Houlié, le président de la commission des lois. Absolument. Aurélien Taché, c'était en 2018 qu'il avait fait ce travail d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, on voit que c'est sur ces questions-là, c'est finalement, est-ce que ça veut dire que c'est sur notre incapacité à réformer, à aller vers une immigration de flux plus contrôlé, que l'on bute à chaque fois et qui ne fait qu'aggraver finalement les choses? Alors moi, je pense qu'il y a aussi un problème institutionnel. Je vais vous citer un exemple. Très, très concret. Il y a une petite divergence au sein de la majorité entre le groupe Horizon
et le groupe Renaissance. Alors le groupe Horizon, c'est celui qui est dirigé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Ouais. Édouard Philippe a proposé, je ne sais pas si vous en souvenez, de supprimer les accords de 1968 qui facilitent l'immigration algérienne en France. Les accords d'Évian. Non, c'est les accords de- Les accords de 1968, c'est autre chose. Ouais, les accords sur l'immigration. Donc il a proposé, Édouard Philippe, de le faire. Emmanuel Macron, c'est ce qu'il lui a répondu, il a dit la politique étrangère, c'est moi. Alors déjà, c'est un sujet qui est de politique étrangère et de politique intérieure, Tout à fait. pour commencer. Et en plus de ça, une telle réflexion serait inimaginable chez nos voisins européens. Donc moi, je pense qu'il y a aussi une crise institutionnelle, c'est-à-dire une France très verticale qui manque de souplesse. Et ça s'exprime en fait dans ces projets de loi, ça s'exprime dans cette incapacité à réformer et à prendre des mesures de bon sens en fait efficaces rapidement. Et vous l'avez en fait avec vous l'avez au Parlement, ça s'exprime parfaitement. En fait, on n'a aucune culture du compromis. Les Français ne sont pas écoutés. J'ai vu un sondage récemment, 80% des Français sont contre de nouvelles arrivées de migrants. 80%, dont 45% des Français qui votent la France insoumise. C'est tout de même considérable. Et 71% des électeurs du Parti socialiste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, je vais vous donner un petit chiffre qui, à mon avis, illustre assez bien la crise française actuelle. La France, c'est 1% de la population mondiale, 3% du PIB mondial et 13% des dépenses sociales mondiales. Dans ces 13%, c'est-à-dire plus d'un dixième des dépenses sociales mondiales avec 1% de la population mondiale, je ne sais pas si on se rend compte, c'est considérable. Ouais. C'est-à-dire que nos dépenses sociales sont 13 fois plus importantes que notre population rapportée au monde. C'est bien, c'est un chiffre qu'on n'entend pas souvent. Hein. Malheureusement, j'aimerais bien que certains politiques le disent, parce que ça, c'est transversal, hein, c'est même pas militant. Quand vous avez ces données-là en tête, vous dites, bon, il y a peut-être quelque chose à faire, et dans ces 13% de dépenses sociales, le poids de l'immigration est considérable. Tant le poids de la nouvelle immigration, c'est-à-dire l'immigration qui est le produit de la crise migratoire, qui a commencé, on va dire, vers 2008, et qui s'est intensifié. D'ailleurs, j'aimerais dire que François Hollande a beaucoup plus fait sur le sujet que Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Ça, les gens ne le savent pas, mais en fait, il a un petit peu plus travaillé contre cette nouvelle immigration, notamment contre Merkel. On ne fait rien quand les OQTF ne sont pas exécutés. Pire que ça, en fait, on les envoie pas au consulat, en réalité. Et parce que ça, quand vous parlez avec des acteurs marocains ou tunisiens, vous expliquent, mais attendez, nous, on peut pas exécuter les OQTF parce qu'on ne nous envoie pas les demandes pour les laisser passer consulaires. Ouais, c'est assez atterrant. Tout est sujet à l'affrontement et la défiance, dites-vous. La vraie question qui se posera dans les années à venir sera donc de déterminer si la France peut toujours être une nation et même une patrie. Je voudrais citer la conclusion de votre blog. Vous citez à nouveau Frédéric Mistral. Frédéric Mistral disait que les arbres aux profondes racines sont ceux qui montent le plus haut. Reste à les cultiver, voire à les inventer, quand plus rien ne nous réunit vraiment. Mais alors, c'est un peu pessimiste. C'est vrai. Je ne vous fais pas dire. C'est un peu pessimiste. Mais c'est tragique d'un autre côté. Malheureusement, je crois que c'est lucide. Je crois qu'on se berce un peu d'illusions sur ces sujets-là. Et oui, effectivement, il y a quelque chose à réinventer, il y a un comment à recréer, et pour que la France se projette dans l'avenir et que les Français eux-mêmes se projettent dans l'avenir et que leur seul horizon, ce soit pas l'émigration à destination de pays plus aisés ou plus fortunés comme les États-Unis ou la Suisse, parce que c'est malheureusement vers ça qu'on se dirige. Absolument. Bon, on suivra votre blog sur factuel.media. Je vous remercie Gabriel Robin d'avoir été avec nous. Merci. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et notamment la chaîne YouTube de Sud Radio et votre blog, donc je le disais, sur factuel.media. Mais tout de suite, Jean-Marie, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau, quelle est la liste des voitures produites en Chine qui viennent de perdre leurs milliers d'euros de bonus écologiques? Vous aurez la liste dans quelques minutes, juste après les infos de 11h. À tout de suite.